les performances de leur système. Historiquement, AgriSud a appuyé à peu près 70 000 petites exploitations agricoles dans les différents pays où elle a travaillé. Et je voudrais vous donner quelques chiffres. Ce n'est pas pour faire la publicité d'AgriSud International, mais c'est pour vous montrer comment nos organisations de la société civile peuvent avoir des impacts significatifs sur ces problématiques de restauration ou de maintien des potentiels productifs des agroécosystèmes. En ayant appuyé à peu près 70 000 exploitations agricoles, on a créé et maintenu durablement près de 250 000 emplois. Ce n'est pas négligeable. On a travaillé avec environ 500 organisations locales, tout type d'organisations confondues, donc un impact au niveau aussi des capacités d'appui dans les pays dans lesquels on travaille. Mais sur la seule année 2018, c'est 8 000 nouvelles exploitations agricoles qui ont été appuyées par notre organisation avec ses partenaires. C'est donc des nouveaux emplois créés. C'est 400 000 tonnes de produits alimentaires produites par ces exploitations agricoles qui ont été appuyées. C'est plus de 30 000 tonnes de carbone séquestré. Et ça, ce n'est pas des chiffres qui sortent de nulle part, hein. C'est des chiffres qui ont été validés à la suite de mesures qu'on a réalisées en partenariat avec la recherche. Et là, je remercie l'implication de l'IRD dans le cadre des programmes qu'on mène sur le terrain. Mais ces 30 000 tonnes annuelles de carbone séquestré, elles viennent essentiellement de l'amélioration des systèmes agricoles, mais aussi de la plantation d'arbres. Et en fait, 3 millions d'arbres un peu plus de 3 millions d'arbres ont été plantés. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse. C'est que hier, au moment de la table ronde, les représentants des États nous ont beaucoup parlé de reforestation, de foresterie. C'est très bien, c'est vraiment indispensable. Mais les 3 millions d'arbres dont je vous parle, il y en a les 2 tiers qui sont dans les exploitations agricoles. Ce n'est pas les massifs forestiers. C'est de l'arboriculture fruitière, c'est de l'embocagement, c'est de la végétalisation de zones sensibles. Et c'est les agriculteurs qui les portent, autant que la foresterie. Donc cette parenthèse étant faite, je pense qu'il faut vraiment appuyer le fait que l'agriculture, l'agroécologie, comme on le dit souvent, fait partie des solutions quant à l'amélioration des conditions climatiques et à la capacité de séquestration. Alors l'agroécologie, c'est un moyen. L'agroécologie, c'est un moyen pour améliorer les performances des systèmes agricoles, d'abord. Alors, les performances, elles sont économiques. On parle de rentabilité, on parle de création de revenus. Tout à l'heure, je vais vous donner des chiffres. Sur l'année 2018, les exploitations agricoles qu'on a appuyées, ça aussi c'est mesuré, ont quand même généré plus de 100 millions, 104 millions exactement, d'euros de revenus additionnels. C'est important, c'est vraiment significatif. Au plan social, sécurité alimentaire, amélioration de la nutrition. Au plan de la structuration des professions, les organisations professionnelles, tout le côté structuration de l'agriculture et en particulier de l'agriculture familiale. Et évidemment au plan environnemental, puisqu'on parle de préservation des ressources naturelles et en particulier les ressources naturelles qui sont engagées dans les processus de production. Parce que les agriculteurs ont besoin de produire durablement. Ils ont donc besoin de préserver les ressources dont ils ont besoin. Les ressources dont ils ont besoin, c'est quoi? C'est la terre. On en parle beaucoup ici. C'est l'eau, Patrice l'a dit, indissociable. C'est aussi l'agrobiodiversité. Et ça, c'est très important, que ce soit au niveau des productions végétales ou des productions animales. Donc, pour finir là-dessus, comme Patrice le disait, il est important que nos organisations soient en capacité de capitaliser autour de ces thématiques. Donc Patrice vous parlait du guide sur les bonnes pratiques agroécologiques qui a été fait en 2010. Il y a une édition 2019 qui va sortir avant la fin de cette année. Mais il y a aussi un guide sur le conseil agricole, c'est-à-dire comment orienter le conseil agricole pour pouvoir promouvoir les bonnes pratiques agroécologiques. Et en décembre, on va sortir un 3e guide, ce sera le 3e de la série, qui vise à montrer comment on ne peut développer l'agroécologie qu'à l'échelle des territoires, en associant effectivement toutes les, comme on dit souvent, les forces vives des territoires, tous les acteurs. Et donc, je voudrais continuer sur cette question-là.
L'agroécologie, elle répond à différents enjeux qui ont été traités pendant Désertifaction, au travers des différents ateliers dont on vous a fait aujourd'hui la restitution. Grande Muraille Verte, OK, il s'agit de poser un cadre opérationnel et l'agroécologie va contribuer à poser ce cadre opérationnel. Quelle agriculture pour demain? Dans le cadre de cette initiative, mais dans le cadre des autres initiatives. L'agroécologie, elle répond aussi à un enjeu d'intégration entre polyculture, élevage et pastoralisme. Je distingue élevage et pastoralisme parce que ce sont des systèmes qui sont totalement différents en termes de stratégie, mais la finalité, c'est quand même une valorisation concertée des espaces agricoles. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint complètement la question de dégradation ou de maintien des écosystèmes, des agroécosystèmes. Et puis, l'agroécologie, elle place la terre et l'eau, en particulier la biodiversité, au cœur de ses préoccupations. Et ça nous oriente vers les choix de système, et en particulier en lien avec la question foncière. Mais la promotion de l'agroécologie, d'une agriculture durable, qui soit capable de maintenir ou de restaurer des agroécosystèmes, elle implique, à notre sens, deux choses très importantes. La première chose, c'est qu'il faut passer de l'échelle, et ça on le dit tous, upscaling, il faut passer de l'échelle parcelle à l'échelle exploitation, à l'échelle territoire. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment que nous, organisations de la société civile, on s'investisse énormément. Donc, passer à l'échelle du territoire, ça veut dire aussi promouvoir et accompagner, et ça Nabil l'a dit, parce que c'est sorti dans l'atelier eau de Désertifaction, ça veut dire accompagner la mise en place de cadres de concertation, qui soient des cadres, ou qui seront des cadres multi-acteurs. D'abord les producteurs, les organisations professionnelles, les acteurs des filières qui sont dynamiques dans ces territoires, les services techniques déconcentrés de l'État, les organisations de la société civile, nous tous, la recherche, bien sûr, qu'elle soit nationale ou internationale. Et donc, tous ces acteurs doivent être mobilisés dans ces cadres de concertation. Et je finis par peut-être les acteurs principaux, en tout cas ceux avec lesquels il faut qu'on travaille. C'est vraiment avec les maîtres d'ouvrage au niveau local, c'est-à-dire avec les collectivités territoriales. Et c'est les collectivités territoriales, en tant que maîtres d'ouvrage, qui doivent être en capacité de planifier et de gérer le développement de leur territoire, donc le maintien des ressources naturelles, donc lutter contre la dégradation des agroécosystèmes, donc maintenir en fait les potentiels de vie sur leur territoire. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous remercie. Merci Patrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. Omer, on passe au débat. Rapidement, pour dire que... Bon. C'est juste pour dire merci à Sylvain et puis dire aussi que lors de Désertifaction, il y a un autre acteur aussi qui a fortement contribué, c'est les scientifiques à travers la recherche. Et je veux aussi revenir sur le dernier passage par rapport en fait aux acteurs, les communautés à la base, qu'on oublie. Nous, par exemple, au niveau du carré de Rezat, nous avons mis en ligne et puis à la disposition des collectivités territoriales un module de formation pour aider justement les collectivités à monter des projets de gestion durable des terres et gérés par les communes elles-mêmes et les communautés à la base. Merci. OK. Agroécologie as a tool for land degradation neutralité. L'agroécologie comme un outil pour la neutralité en matière de dégradation des terres est centrée aussi sur les territoires, pas seulement à la parcelle, taking account landscape, working at landscape level, et aussi compter sur les autorités locales qui sont des acteurs majeurs. Work with the local authorities that are major stakeholders in implementation activity. Maintenant, les questions. Maintenant, on peut avoir un petit débat d'une dizaine de minutes avant qu'on nous mette dehors de cette salle. Donc, qui a des questions brûlantes à poser et à qui? Is there any mic there? Est-ce qu'il y a un micro? Do we have any mic?
Ils n'entendent pas. Ah. Voilà, ça vient, par là-bas. Soyez bref. Oui, je suis Tainara Arson de Madagascar, du GSTM, professionnel de l'agroécologie. Et en fait, une question, c'est une remarque, les principes que Patrice a proposé tout à l'heure sur le décloisonnement de la famille d'acteurs. Ça, c'est un principe qui a été évoqué tout à l'heure. Et justement, à Madagascar, dans la mise en œuvre des politiques publiques, des actions publiques, c'est très sectorialisé. En fait, il y a le secteur environnement et développement durable qui parle beaucoup de la forêt, de restauration des paysages forestiers, de tout ce qui est action environnementale. Et il y a tout un réseau d'acteurs qui travaillent là-dessus. Et même les secteurs, la société civile, c'est sectorisé aussi comme ça, des spécialistes environnementaux. Il y a le secteur agricole et développement rural. Mais dans les référentiels, parle beaucoup encore de la révolution verte et tout un secteur spécifique avec la société civile qui s'ensuit, avec tout un réseau d'acteurs qui s'ensuit. Et il y a les secteurs, un peu plus les actions pour la sécurité alimentaire, qui sont plus des actions sociales, distribution de vivres, des actions sociales. Et là, je ne sais pas, à Burkina Faso, s'il y a des actions qui ont pu résoudre ces problèmes, ces verrouillages institutionnels. Merci. Une autre question, contribution? Ok, merci beaucoup. Merci pour la parole. Moi, je suis Bonkongu Sayouba. Je suis le premier responsable de l'association APDR, membre du SPAN et également membre du RISAD. Et pour moi, ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est juste une contribution. Parce que nous avons participé à DEA, nous avons été invités pour partager notre expérience et nous avons partagé l'expérience de la contribution des organisations de la société civile à la réalisation de la Grande Muraille Verte par des actions que nous menons sur le terrain en matière de gestion durable des terres, en matière de lutte contre la désertification. Donc je dirais que DEA, pour nous, c'est une lumière qui nous guide sur la route de la lutte contre la désertification, parce que ça nous permet de participer à des rencontres de haut niveau, ça nous permet de partager nos expériences et ça nous permet en tout cas de renforcer nos capacités en matière de lutte contre la désertification, en matière de gestion durable des terres. Merci. Merci pour ce témoignage. Une autre question, une contribution? Annie? Monsieur Keraz. Présentez-vous, bien sûr, à chaque fois. Merci, bonjour à tous. Je suis le secrétaire exécutif de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Juste une toute petite contribution sur ce qui s'est dit hier, sur ce qu'on a vu hier en relation avec ce que vous venez de dire, Patrice. Il faut absolument que l'eau ne soit plus un mot honteux. Et on a l'impression, malheureusement, dans toutes les déclarations d'hier, les déclarations officielles, le seul à avoir parlé le premier de l'eau, ça a été le Premier ministre indien. Or, il faut être bien conscient que jamais on ne résoudra ni les problèmes de dégradation des terres, ni les problèmes de changement climatique, ni les problèmes d'autosuffisance ou de suffisance alimentaire si la mobilisation de l'eau, notamment dans nos pays et dans nos territoires, je parle de l'Afrique, ne sort pas de ce niveau de mobilisation extrêmement faible dans lequel elle est actuellement. Et c'est un message qu'il va falloir matraquer à la fois aux décideurs politiques, à la fois dans les instances comme celle-là, parce que rien ne se fera tant que la mobilisation des ressources en eau restera à son niveau très très insuffisant. Merci pour cette affirmation et cette demande très forte. D'autres questions? D'autres réactions? Ici. I am Octavio Pérez Pardo from Argentina. I went to the desertific action in Burkina Faso. I give the congratulations for CARI and for the best organization. This is very interesting for us because in my region, at the moment, there are not organization one meeting as desertific action. I think that is very interesting to could organize in the future
one activity in Latin America and Caribbean, the organization of the world, the different activities was very, very interesting for us. Congratulations. Merci, donc c'est un témoignage, thank you for saying this. C'est un témoignage en disant que pour nous c'était une source d'inspiration. Moi je viens de l'Argentine, je suis un membre du panel et c'était très intéressant pour voir en tant qu'initiative, parce que nous n'avons pas ça en Amérique latine, une réunion comme celle-là. Et moi je me demande si on ne devrait pas organiser un Desertifaction en Amérique latine, parce qu'aussi la manière dont les travaux étaient organisés, où on a vraiment pu travailler ensemble sur les différents sujets, pas seulement les évoquer comme ça, mais travailler ensemble en atelier. C'est ça qu'on a fait, hein, on a travaillé ensemble en atelier. Et ça, lui, il estime que c'est très important et très intéressant, et pourquoi pas reproduire ça en Amérique latine. Omer. Alors, je voudrais réagir sur l'intervention de mon collègue de Madagascar, qui a posé une question très pertinente. Comment est-ce que nous avons pu pour décloisonner en fait les relations de travail au niveau du pays? Je vous prends un exemple très simple. Le point focal de désertification du Burkina Faso est dans cette salle. Alors, comment décloisonner les initiatives et la mise en réseau et le travail collectif? C'est les individus d'abord qui doivent en fait aller vers les individus. Ce sont les individus qui créent en fait les relations. Ce sont les individus qui constituent en fait ces cloisonnements. Et tant que les individus ne vont pas, comment dirais-je, se fréquenter, nous ne vont pas aller ensemble dans les mêmes directions en termes de synergie, de construction de synergie. Ça va être difficile de cloisonner. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, à notre niveau, nous sommes en train de gagner le pari. Merci. Oui, ici encore. Et je voudrais... Je suis Lazare Tanyabou Dambatia du Burkina Faso, point focal UNCCD. Et tout simplement pour dire que j'ai été impressionné justement par l'organisation de désertification et j'ai noté avec très satisfaction la participation de la jeunesse qui est aujourd'hui beaucoup plus concernée par les questions de désertification et de sécheresse. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de la migration, ce sont les jeunes qui sont beaucoup plus concernés. Si nous parlons aujourd'hui du terrain, ou du moins en faisant la carte du spectacle du terrorisme, on va beaucoup constater que ce sont les pays qui sont plus touchés par les sécheresses et la désertification qui sont les plus concernés. Et ce phénomène touche beaucoup plus à la jeunesse dans leur mouvement de migration. C'est pour dire que nous devons beaucoup plus investir et orienter, en tout cas les actions qui vont contribuer à une meilleure implication de la jeunesse, mais aussi en prenant en compte effectivement la problématique jeunesse dans nos futures interventions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et nous aimerions que les points focaux des différents pays tiennent ce discours. On aimerait bien ça, et en tout cas, c'est ce que je vous encourage à passer comme message. Je sais qu'après nous, dans cette salle, il va y avoir une remise de prix extraordinaire, notamment pour un Burkinabé qui s'appelle Mathieu Ouedraogo, qui a gagné le prix Land for Life. Ça ne fait pas partie de notre session, mais si vous avez envie de voir la remise de ce prix, c'est tout de suite après nous. Est-ce qu'il y a déjà des gens du Land for Life qui sont là? Vous attendez, donc vous voulez qu'on libère la salle? Eh oui, mais voilà, ça c'est quelque chose de clair. Très bien. Pardon? Voilà. Donc, très bien, on va donc clôturer cette session d'abord en remerciant les différents panélistes qui ont amené leur contribution. Je vous remercie d'avoir participé. C'était tout simplement pour marquer les fruits de désertification. Il y a la déclaration qui s'intitule d'ailleurs « Nous sommes, nous, société civile, nous sommes la terre qui se défend contre la désertification ». Le Burkina Faso a dit qu'il voulait inclure cette déclaration dans les travaux de la COP.
Je vous incite à aller vers votre délégation nationale et demander le soutien à cette proposition. Et je dirais qu'il faut qu'on continue notre mobilisation en substance. Il faut qu'on trouve des endroits pour travailler, des lieux pour travailler ensemble. Je voudrais aussi qu'on encourage notre panel représentatif des ONG qui travaillent avec nous et pour faire cette espèce d'interface entre les organisations de la société civile et la Convention elle-même. Et je voudrais aussi remercier la Convention, puisque, comme je l'ai dit dès le départ, la Convention a soutenu les différentes désertifactions qui ont eu lieu, ont trouvé de la valeur. On en a fait 2 à Montpellier, les gens de la Convention étaient là, les secrétaires exécutifs, 1 à Strasbourg, la secrétaire exécutive était là, et 1 à Ouagadougou, le secrétaire exécutif était là. Je nous encourage donc à aller en route pour Désertifaction 5. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais Désertifaction 5, vous nous avez témoigné, et tout ce qui s'est dit et fait a témoigné de la valeur de notre travail en substance, quand on peut travailler ensemble et produire. Je vous remercie tous. Je fais juste un petit aparté sur la question de l'eau. Il y a quelques années, tout le monde parlait de l'eau. On ne parlait pas de la terre. Maintenant, on parle de la terre. Bon, mais on ne parle plus de l'eau. Eh bien, moi, je pense que la communauté internationale se paye souvent de mots. Et puis, elle mange un peu les concepts. Il y a un concept qui monte, et puis quelques années après, on n'en entend plus parler. Eh bien, nous, société civile, nous devons veiller à ce que ce ne soit pas le cas et à ce que nos préoccupations soient prises en compte et travaillées. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt pour Désertifaction 5. Merci. Merci beaucoup, Omer. Merci beaucoup. Bora, félicitations. Merci. Merci. On va faire une photo si vous voulez. Si vous voulez tous monter ici sur la scène, vite fait. Même ceux qui viennent d'arriver, on vous prend aussi. Hein, parce que c'est société civile. On va faire une grande photo. Vite, vite, vite. Pouvez-vous vite monter sur la scène pour qu'on fasse une photo? Can you come to the stage in order that we take a picture? Please. Please. Let's do it quick. Let's do it quick. Thank you. Merci. Faisons-le vite. Avant qu'on nous mette dehors. Okay. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Ce n'est pas une association de malfaiteurs. Tout le monde peut venir sur la photo, vous ne risquez rien. You don't risk anything. Come. Ah, ne nous cachez pas avec la pancarte, par contre. Merci. Monsieur le ministre. Venez avec nous. Voilà. Monsieur le ministre, venez avec nous. Venez. C'est avec plaisir. Vous avez été un des acteurs majeurs. Venez. Voilà. Merci beaucoup. Et nous en profitons pour saluer donc Mathieu Ouedraogo et pour ce gagnant du prix Land for Life, dont la remise va se passer maintenant. Merci. Merci beaucoup. Okay, let's have a very short explanation. Stay there. Okay. Like that. Will you help me to have a picture here? Do you help me to have a picture? Do you help me to have a picture? Do you help me to have a picture? That's not it. It's okay.